Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment le but d'être interactif, de pratiquer. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que tu as des recommandations spécifiques par rapport au Oui, usage alors, du coup, est-ce que vous avez tous déjà installé Cursor ou... Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait? Ok. Si jamais, donc il y a cursor.com. Et puis si vous pouvez déjà lancer le processus, on sera un peu avancé. Voilà. Okay. Sinon, il y a ce QR code pour accéder aux fichiers en fait, à télécharger qui sont les mêmes que je vais vous montrer ici dans l'interface Cursor. Pour celui-là, il n'y a pas forcément besoin de me suivre en détail, de refaire tout ce que je fais parce que ça ira un peu plus vite, disons. Mais voilà, vous pourrez jouer en fond et réécouter au besoin. Mais l'idée, en fait, c'est de vous montrer cet outil parce que on a en fait... alors, je vais lancer déjà le tutoriel. Sinon, entre-temps, pour le Wi-Fi, vous êtes tous connectés? Non. Alors, ici, il y a le code. Donc, le Wi-Fi s'appelle Token. Et on peut vous passer le... Il n'y a pas besoin, il faut juste mettre le token, le code. Il n'y a pas besoin de mettre d'email, il n'y a pas besoin de mettre d'identifiant. Oui. La commande Git. Commande Git, ouais. Faut l'installer? Non, pas besoin. Hein. Vous avez juste à passer. C'est hyper utile en général, mais pas pour ici. Enfin, pas pour aujourd'hui, disons. Voilà, donc l'idée, donc il y a ce fichier, en fait il y a 4 fichiers que vous voyez sur le lien, je ne sais pas si vous l'avez tous ou pas encore. Oui. Alors, on va commencer par, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, on va commencer par le 1 qui contient un peu la base. Donc là, à chaque fois il y a un tutoriel dedans, c'est un fichier tutorial.md, c'est en Markdown, qui est un peu un format texte très utilisé par les codeurs, mais pourquoi pas pour nous aussi. Et l'idée, c'est en fait que vous puissiez lire ces choses-là tranquillement chez vous. Là, on va passer à travers et puis je vais vous expliquer l'idée, mais vous pourrez refaire tranquillement. Donc si vous loupez une étape là, c'est pas forcément très grave. Donc là, je voulais juste... Ouais, juste pour le code Wi-Fi, donc une fois de plus, vous choisissez le réseau token. Il n'y a pas besoin de mettre d'identifiant. Il faut juste mettre le token ici, dans l'espace où c'est écrit token. Il y a qu'un device qui peut être connecté. Ah, c'est moi. Sinon, est-ce que vous pouvez vous connecter par téléphone? Au pire, c'est pas très grave. Hein. Voilà, vous pourrez un peu moins jouer en live, mais de toute façon, il faut regarder ce que je fais, on fera ensemble. Voilà. Okay. S'il y en a un qui a une idée de prompt intéressante, on peut toujours la faire. Sinon, tu peux essayer celui Donc, avec cet identifiant. Peut-être que ça va. Attends, juste que donc, c'est le voisin. Les derniers finissent. Mais... Voilà. Est-ce que vous, juste rapidement, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà ce que c'est le Markdown? Juste, ok. Donc, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, je vous ai mis juste un petit descriptif de l'essentiel du format. C'est juste que quand on documente des choses, que ce soit des documents, des instructions pour ChatGPT, enfin pour GPT, un LLM, dans Cursor ou en général pour avoir une base, je ne sais pas, vos notes personnelles ou n'importe quoi, et vous souhaitez que les fichiers soient portables d'un ordinateur à un autre, entre Mac, Windows, etc. Le format Markdown est très très efficace parce qu'en fait le formatage ne se fait pas en tapant Grace ou Word, mais juste en mettant des petits éléments, des petits symboles dans le texte. Par exemple, on peut mettre, je vais vous montrer un petit peu, un symbole par exemple comme celui-ci, devant un texte, créer un titre de premier niveau. Donc ce titre-là, si on regarde le code qu'il y a derrière, là j'ai ouvert en preview, donc ça formate, mais il y a un code derrière qui est très simple. Donc en fait le format brut qui ressemble à ça, c'est très lisible. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez tous à lire, mais... Oui. Alors là on voit, il y a juste ce petit symbole qui permet en fait d'en faire un titre. Donc quand on passe au preview, ce que vous allez voir, c'est ça. Donc c'est un format qui est encore une fois lisible sur toutes les plateformes, très portable et puis très agréable à utiliser. Donc pour formater rapidement un truc, quand on est codeur, clairement on fait ça, pour la documentation, n'importe quoi. Mais moi aussi, toutes mes notes, elles sont en Markdown. Il y a un outil génial qui s'appelle Obsidian, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est entièrement une base de données en Markdown. Moi, j'ai toutes mes notes personnelles aussi là-dessus. Donc si je voulais, je pourrais les ouvrir dans Cursor, puis avoir accès à toutes mes notes de toujours, comme contexte pour mes prompts. C'est absolument génial.
On va pas faire ça aujourd'hui, mais juste pour dire, c'est aussi assez cool de le faire. Donc pouvoir maîtriser rapidement un peu ça, c'est pas très compliqué. Donc les essentiels, c'est on peut créer des titres grands, moyens, petits. Voilà, c'est niveau 1, on met un dièse, niveau 2, 2 dièses, etc. On peut faire rapidement de l'italique, on met 2 étoiles autour. Du gras, on met 2 de chaque côté. On peut combiner les deux. On peut faire une liste, ben là c'est facile, c'est juste des tirets. On met 2 espaces, un tiré, ça fait un niveau indenté. Ce genre de choses, donc vous pourrez lire, mais en gros c'est très très intuitif, c'est quasiment comme on l'écrirait de base, mais à la fin ça fait un document, encore une fois, formaté comme ça. Donc c'est très agréable. Et on peut aussi mettre des liens, donc les liens c'est un petit peu plus compliqué, c'est comme une sorte de mini-équation, on met entre brackets, entre parenthèses carrées, le texte qu'on veut que les gens voient, et après l'adresse entre parenthèses normales. Donc ça donne ça, par exemple. Voilà. Après, c'est un lien qu'on peut cliquer. Bon. C'est juste pour dire que les tutoriaux ici seront sous ce format. Donc, je vais aller dans ce format-là pour que vous vous lisez bien. Mais derrière, il y a ce code-là qui est celui que je vous ai distribué. Donc là, si jamais, il y a aussi une petite plateforme pour jouer avec, s'entraîner avec du Markdown, si jamais, sur Internet. Donc, si jamais vous voulez voir, vous ne savez pas ce que ça va donner, ben, vous pouvez connecter là-dessus et puis essayer. Voilà. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet qui est curseur. Donc, oui. Est-ce que tu enregistres l'écran? Oui. C'est bon. En principe, oui. Si jamais il y aura la rediffusion aussi disponible. Voilà. Alors, curseur, en fait, actuellement, c'est le meilleur, à mon avis, outil pour les codeurs. Un codeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit manager énormément de fichiers de plein de types, qui doit pouvoir éditer des choses qui sont interdépendantes, etc. Et on doit faire ça très rapidement, donc souvent on aime avoir des raccourcis sous les doigts pour pouvoir rapidement ouvrir un truc, copier des choses, éditer des trucs, et évidemment faire tourner du code, mais aussi plein d'autres choses. Donc en fait, c'est un super set de tout ce que nous, dans la vie de tous les jours, on fait. Quand on fait sur ChatGPT des choses, bah, c'est un sous-ensemble de ce qu'un codeur ferait. Et du coup, cette plateforme-là, qui est la meilleure pour les codeurs, elle est aussi la meilleure pour nous tous les jours. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui. À mon avis, on peut prendre ça et jeter à la poubelle les plateformes ChatGPT, Claude et tout le reste que vous avez. Parce qu'en interne, ici, on a une intégration beaucoup plus fine de l'IA partout. On a un contexte qui s'étend à tous vos fichiers. Donc, en fait, on n'a pas à faire d'aller-retour entre différentes plateformes, des copier-coller. Après, on dit, ah là, j'ai besoin d'un appel web, alors je vais sur ChatGPT parce que Claude, il ne supporte pas, puis après je reviens, enfin tous ces trucs-là. On n'a pas besoin de faire ça. On a du contexte à volonté. Donc là, on peut avoir le contexte de l'entièreté des fichiers qu'on a. Donc tout ce que j'ai dans mon fichier ici ouvert, il le voit. Il l'a indexé de base. Et on a des raccourcis très pratiques. Donc par exemple, on peut demander n'importe où, quand on édite un truc, un peu comme sur le copilote de Office, on peut demander une édition locale, sélectionner un truc, on aimerait faire quelque chose sur cette partie-là. On a des suggestions partout. On a même une autosuggestion qui est assez géniale, qui est des sauts. Donc si on édite un truc, il va nous proposer un saut ailleurs où on pourrait prédire l'action d'après. Donc ça, c'est super utile, vous verrez. Et puis on a évidemment un chat de cette forme-là, on en parlera, et un composeur. Alors ça, c'est le truc le plus puissant. C'est un chat, mais qui permet de voir toute la base de fichiers et de créer tous les fichiers qui sont associés à une idée. Donc on peut rapidement voir tous les fichiers qu'il va créer, etc. Et accepter les différences ou pas par rapport à des fichiers existants. Enfin, vous verrez comment ça marche. Donc c'est très polyvalent, on peut faire de tout, on peut faire du code, mais on peut aussi faire des rapports, des notes personnelles, enfin tout ce qu'on veut. Donc si vous l'avez installé, tant mieux. Sinon là, il y a rapidement comment le faire. Donc c'est très simple, hein, c'est juste que vous l'avez vu, c'est comme installer une application générale. Par contre, le point qui peut-être fâche certains, c'est que évidemment, qui dit puissant dit pas gratuit. Comme il y a en interne accès à Claude, à GPT, à d'autres modèles, bah, ça coûte à chaque fois que vous envoyez des trucs, et du coup, il y a un abonnement. Donc actuellement, si on prend par an, c'est 192 $. Moi, en interne, on l'a tous, parce que évidemment, c'est absolument bien. En plus, ça remplace, hein, parce que si actuellement on paye pour un GPT, un curseur et autres, c'est même plus que ça. Donc voilà. Et si on n'aime pas ça et qu'on a déjà une clé, par exemple si on est sur Azure ou autre, on a une clé API pour OpenAI ou autre, on peut dans la configuration dire je ne prends pas l'abonnement curseur, mais j'ai accès que à GPT, et donc j'utilise ma clé API et puis c'est moi qui gère mes frais. On peut faire ça. Au niveau confidentialité et sécurité, alors là ils assurent, donc il y a dans les
paramètres, un des premiers trucs que vous pouvez faire, c'est mettre en mode privé dans les settings. Il faut l'activer et après, ils vous garantissent qu'aucune donnée n'est stockée, utilisée pour des entraînements, partagée avec des tiers, etc. Vous pouvez voir les détails ici. Donc ça, voilà, il faut les croire. Tout le monde fait ça, évidemment. Donc sur Copilot, c'est la même histoire. Maintenant, il est utilisé Copilot de GitHub, il est utilisé par, je ne sais pas les derniers chiffres, mais c'est énorme. C'est plus de 60% des développeurs ou quelque chose comme ça. Il y a 95% ou 97% des développeurs qui utilisent l'IA de cette façon-là sur d'autres plateformes. Celui-là est en train de monter en puissance parce qu'il est nettement supérieur. L'avantage, c'est qu'il est greffé, en fait, c'est une fork, c'est juste une version qui évolue en parallèle de VS Code. VS Code, c'est l'éditeur pour les développeurs de Microsoft. C'est celui qui est largement le plus utilisé, avec d'autres comme PyCharm et autres, mais c'est vraiment celui qui est le plus utilisé parce qu'il est extrêmement puissant, agréable. Et donc, le fait qu'ils évoluent en parallèle avec de l'IA, c'est vraiment c'est unique. Donc là, on va regarder un peu les fonctionnalités. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ça. L'interface fait peur pour quelqu'un qui est habitué à ChatGPT, que même une grand-mère ou un enfant comprend, évidemment, mais c'est puissant. Il y a plein de petits détails qui font qu'on peut, par raccourci ou par clic, aller vite. Donc là, évidemment que si on a une intégration IA, on a un chat IA, c'est l'incontournable. Pour démarrer une conversation, on peut simplement faire commande option L, ou commande L pour un nouveau. Donc si on fait ça, on ouvre en fait ça. Donc si là, je ne l'ai pas, puis je fais commande L, voilà, j'ai ce truc qui s'affiche. Puis là, c'est en anglais. Il n'y a pas de version française, mais c'est assez simple, j'imagine, pour vous tous. On peut sélectionner le modèle ici. Donc vous voyez, il y a Claude, GPT-4o, il y a une autre version de Sonnet, il y a Mini, il y a O1 Preview. Alors ceux-là, les modèles un peu plus lourds comme O1 Preview, on peut pas en faire beaucoup. Donc il y a une certaine limite, il faut payer beaucoup plus cher. Moi, je vous ai parlé du compte Pro qui donne accès à ça en illimité. Mais voilà. Mais en même temps, Preview, si on fait ce qu'on va faire maintenant, ça n'a aucun sens de l'utiliser. Parce qu'on va faire les étapes de raisonnement en prompt que Preview fait en interne. Preview, en fait, il est entraîné. Ils ont demandé à des PhD de plein de coins du monde, de domaines différents, de décomposer comment ils raisonnent. Et après, ils ont utilisé ces points-là pour faire du Monte Carlo, de la recherche un peu dans un grand espace de raisonnement, et puis essayer de trouver le raisonnement le plus probable par rapport à la tâche que vous aimeriez faire. Maintenant, si vous savez la tâche que vous avez besoin de faire, autant écrire le raisonnement direct. Ça n'a aucun sens de demander un O1 Preview qui va coûter pour l'environnement, qui va faire dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de trouver ce que vous voulez, alors que vous savez déjà ce que vous voulez. Donc, pas d'intérêt de l'utiliser. Et puis après, pour faire un prompt, on peut soit cliquer chat, ou soit entrer, simplement comme on ferait sur ChatGPT. Et puis après, on peut interagir avec les réponses. Donc là, si je mets salut, il va... Alors là, je ne sais pas si le réseau il marche bien, sinon je passe sur mon téléphone. Ça n'a pas l'air de marcher bien. Juste entre-temps, qui n'a pas le lien qu'il fallait utiliser pour avoir les données? Parce que je viens de l'envoyer par email à tout le monde. Si vous ne l'avez pas, dites-moi. Du coup, le réseau ne marche pas super, donc je vais passer sur mon téléphone. En espérant que ça marche mieux. Donc là, pour éditer, vous voyez, il suffit, c'est pas comme sur ChatGPT, il faut taper Edit. Là, vous cliquez sur la box, ça revient en mode Edit. Donc, on va lui dire salut. Cette fois, ça marche, voilà. Donc là, il a répondu. Vous avez après, en fait, au-dessus ici, toujours la possibilité d'éditer. Vous cliquez dans la box, ça réédite. Là, il y a des petites, vous pouvez copier des parties de la réponse. Donc, vous voyez, ou répondre à des parties. Donc, si vous cliquez répondre, il va refaire une conversation avec cette fois la quote, donc la citation de la réponse de GPT. Et puis, vous pouvez copier le message entier, voilà. Donc, après, on peut... Si vous regardez un petit peu, on va lui demander voilà, quel est le sens de l'univers, juste pour voir s'il arrive à faire quelque chose qui a du sens, qui est un peu créatif, si c'est pas 42. Ouais, bon, la réponse est 42, ok. Bon, il n'est pas très original. La réponse, le sens de la vie, l'univers et le reste, il donne la réponse de Guide du voyageur galactique. Bon. Mais vous voyez là, il y a des petites barres, des petits tirets en haut et en bas. Ça, vous ne les aurez pas si vous faites vous. C'est moi qui ai défini dans un fichier cursor rules, qui est ici, à la racine du projet, qui permet en fait de dire, de formater la réponse globalement. Donc vous pouvez dire, c'est un peu
la configuration personnalisée de ce que vous voulez qu'il fasse en général. Et je vais vous donner ici, il y a des exemples, on en parlera, de cursor rules qui peuvent être assez utiles. Donc là, c'est juste pour montrer, on peut délimiter. Quand on copie, par exemple, quelque part, c'est délimité, ça c'est pratique. Voilà. Donc, on repasse ici. Donc on peut avoir évidemment accès à l'historique. Donc là, ici, il y a des petits boutons, il y a New Chat, historique. À chaque fois, vous voyez entre parenthèses aussi le raccourci. Donc si on fait commande L, on a commande L option, on a directement l'historique. Donc après, vous n'avez plus besoin de cliquer sur ces trucs une fois que vous savez bien ce qui se passe. Mais bref, vous pouvez ouvrir l'historique là. Puis là où il y a tout l'historique que vous pouvez rechercher dedans. Et puis voilà. Donc moi, en règle générale, l'historique est sauvegardé à l'intérieur des données de l'application. Donc vous n'y avez pas accès autre que via cette interface. Mais évidemment que si vous avez un projet complexe, c'est assez utile de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver, quoi. Toutes les générations que vous avez fait, les prompts que vous avez utilisés, etc. Donc il y a par exemple un outil qui permet, donc là si vous allez sur GitHub, il y a cet outil. Là c'est un peu plus pour les codeurs, disons, parce qu'il faut savoir un petit peu faire tourner un script. Mais là il y a cet outil en tout cas qui permet d'automatiquement faire une copie en local de cet historique. Donc après, vous l'avez avec votre projet. Si vous le donnez à quelqu'un d'autre, il l'a aussi. C'est assez pratique. Ou alors, vous pouvez simplement utiliser, comme là, je vous ai mis un fichier .historique. Vous pouvez copier les prompts et les réponses que vous trouvez importantes. Et puis, ça va aussi. Manuellement. Oui. Tout le monde a reçu le lien ou pas? C'est bon maintenant? J'ai renvoyé. Ok, merci. Donc l'avantage évidemment c'est que ça soit traçable, facile à retrouver, toujours disponible aussi si vous changez d'ordinateur. Évidemment que si vous avez Git comme on parlait avant, c'est cool parce que ça peut être versionné aussi. Ensuite, évidemment ce qui est crucial pour tout ça, ces modèles ils sont entraînés sur des données d'il y a longtemps, donc il faut pouvoir contextualiser, ajouter du contexte. Donc là on a la possibilité d'ajouter des fichiers comme sur ChatGPT, mais ça ne se fait pas exactement de la même façon. Soit on ajoute ici, on clique sur plus au-dessus du prompt, et puis on peut rajouter n'importe quoi. Donc on peut taper un nom de fichier. Par exemple, là j'ai un rapport de la commission de l'IA en France. Voilà, on pourrait le mettre comme contexte. Et puis voilà, ça s'ajoute à notre... je sais pas pourquoi il fait pas... Voilà. Ça s'ajoute ici. Donc si vous en mettez plusieurs, il y aura toute une liste des fichiers de contexte. Et puis on peut faire aussi plus facilement si vous écartez un peu là. Il y a une mention qui apparaît, donc si vous cliquez Add mention, vous pouvez ajouter des fichiers comme contexte, ou même des dossiers entiers. Il y a d'autres choses là, dont on parlera, vous pouvez ajouter des images aussi, enfin bref, comme sur ChatGPT, cette partie-là, plus ou moins. Sauf qu'il n'y a pas une limite de fichiers ou quoi que ce soit. Et puis vous pouvez aussi glisser, déposer. Par exemple, si là vous avez le rapport, puis vous voulez l'utiliser dans votre prompt, vous le glissez là. Il va apparaître avec un at devant. Donc add, c'est la mention en fait. C'est comme on a vu ici, si vous faites add mention, add c'est pour ajouter du contexte. Ça peut être, on va voir, il y a plusieurs types de contexte. Donc voilà, ça c'est juste pour ajouter un fichier. Donc ça marche, c'est très facile en fait, parce que quand on est dans un prompt, on tape add et puis on tape le nom du fichier, puis c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller cliquer sur pièce jointe, etc. Donc si on a un codeur puis qu'on est habitué, ça va très vite. Et puis on peut après lui poser des questions sur des fichiers, sur le rapport par exemple. On peut ajouter évidemment des pages web. Donc là c'est la même idée, on peut taper at. Par exemple ici si on demande le prochain événement de AI Suisse, on peut juste rajouter un at. Donc là il n'y est pas, mais on met at. Là il nous propose plusieurs trucs, mais si on tape un lien derrière, on fait juste entrer, ajouter le lien, voilà. Et puis si je fais entrer pour valider, il va là normalement dire, voilà, il va lire tout ça. Bon là il y a le rapport encore, donc il est en train de lire le rapport, ça c'est pas très utile, mais il a cherché sur le site web et puis il a trouvé voilà, un événement qui est celui de maintenant. Évidemment, si vous n'avez pas demandé, s'il n'y avait pas eu ce contexte, il ne le trouvait pas. Donc voilà, évidemment que si vous tapez juste une page web, c'est comme sur ChatGPT, il ne va pas aller chercher dans le site. Donc le contexte c'est cette page, il ne va pas s'amuser à parser quoi que ce soit du site. Si vous voulez ajouter des sites, par contre là c'est possible. Donc ça s'appelle, la mention c'est @doc. Donc si on crée encore une fois un chat et puis qu'on met @doc ou on clique sur doc, là il y a déjà
des propositions de toutes les docs. Ça, c'est pour évidemment les codeurs. Donc, si on voulait savoir, je sais pas, la doc officielle Python, on ajoute @doc Python. Et puis, du coup, il aura déjà indexé l'état actuel de la page de documentation de Python. Donc ça, c'est utile si, par exemple, on travaille sur un projet de code et puis on veut la dernière documentation comme contexte. Et puis qu'elle puisse être cherchée. Mais on peut aussi rajouter ce qu'on veut. Donc si on met par exemple @doc et puis qu'on dit ajouter une nouvelle, là on peut mettre n'importe quel site. Par exemple, on peut mettre iSuisse, quoi. On va mettre ça. Non, c'est juste comme ça en fait. Puis là, on peut lui donner un nom qui sera le nom de la doc. Donc là, c'est peut-être iSuisse, voilà. Et puis maintenant, il est disponible comme @iSuisse. Comme on aurait @Python, par exemple. Donc si on fait ça, puis qu'on demande, on aura du coup la même réponse qu'avant. Simplement, il va chercher le site entier pour la trouver. Donc ça, c'est très utile aussi. Et puis si vous voulez, si vous ne savez pas trop quelle page dans un site, on peut toujours mettre juste @web. Donc ici, on peut toujours rajouter @web. Et puis ça recherche sur Internet. Donc il va aller sur Google et essayer de trouver ce que vous voulez. Ça, c'est l'équivalent de dire sur ChatGPT, cherche sur le net. Donc voilà, donc là il y a tous les éléments, un par doc qui est un peu plus complet, et puis le fait qu'il y ait un ajout illimité de fichiers comme contexte. Et puis vous pouvez ajouter votre projet entier. Alors ça, c'est vraiment la force, un peu c'est une des grosses forces. Donc si là on tape par exemple plutôt @codebase, la codebase, c'est en fait tous nos fichiers. Et là, on a la possibilité, quand on met ça, de choisir quelques paramètres. Par exemple, si on veut exclure certains types de fichiers ou les inclure. Si on veut qu'il fasse une étape de raisonnement, donc il va déjà prendre tous les chunks des fichiers et puis essayer de comprendre déjà ce que vous voulez faire avec pour sortir les chunks les plus importants puis les mettre dans le contexte plutôt d'avoir tout. Parce que tout, c'est plus dilué, c'est trop dilué parfois. Comme c'est parfois des énormes codebases, on ne peut pas avoir tout comme contexte, ça ne rentre pas. Donc ça, c'est vraiment super puissant parce que parfois, on aimerait faire un edit d'un fichier, mais on ne veut pas que ça ne soit pas cohérent avec tout le reste. Donc il faut que ça reste cohérent avec tous les fichiers qu'on a déjà produits. Et donc, on peut aussi faire... on peut ajouter ici... on peut ajouter Add Codebase ou cliquer... Alors là, il est trop petit la fenêtre, mais là, si vous l'écartez, vous voyez qu'il y a déjà un bouton Codebase. Donc si vous faites commande entrée, ça cherche dans la codebase. C'est pas un chat normal, c'est un chat codebase de toute façon. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Ça, c'est tous des raccourcis qui font que ces trucs-là, vous n'avez plus besoin de les taper après. Vous faites juste commande entrée, et puis ça fait la même chose. Donc là, c'est assez pratique. On peut dire, voilà, par exemple, est-ce que la mention codebase fait partie de mon code dans mon projet? Est-ce que je parle de codebase quelque part? Donc là, un chat normal, il ne le trouverait pas. Par contre, si je fais codebase, il va chercher. Donc là, on voit global context. Il va lire tout, et puis là, il dit oui, vous parlez de la fonctionnalité add codebase dans le fichier tutorial, et puis il va dire où, par exemple, et puis dans cette section, voilà, il résume un peu. Donc ça, c'est super pratique. Vous pouvez imaginer si vous liez, comme j'ai dit avant, votre base de données personnelle, Markdown, avec toutes vos notes, qui normalement est liée à l'interface Obsidian, juste pour les avoir sur mobile et tout ça. Vous ouvrez votre base sur Cursor, vous pouvez chercher tout, en fait. Tous vos anciens posts, vous voulez générer un nouveau post, et vous avez l'historique de tous les posts et de tous vos contenus que vous avez créés depuis la nuit des temps, et vous pouvez mettre Add Codebase et il va prendre en compte ce contenu. Vous n'avez pas besoin d'ajouter ces fichiers en disant voilà les exemples de posts que j'ai déjà fait, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très puissant parce que ça fait un ensemble cohérent qui est avec tout votre savoir, qui évolue avec vous à fur et à mesure que vous ajoutez des choses. Donc voilà. Ensuite, il y a un fichier qui est assez intéressant qui s'appelle Cursor Ignore. Donc, s'il y a vraiment des choses, par exemple l'historique, ou des fichiers que vous ne voulez pas qui rentrent dans ce contexte, vous les listez là. Ça permet de dire, au lieu de les mettre à chaque fois, les spécifier dans les paramètres quand vous mettez Add Codebase, vous les mettez juste une fois dans ce fichier-là, et du coup, il les ignore en permanence. Donc là, si jamais vous avez aussi un fichier template qui est un fichier un peu pour commencer, le truc vide, squelette vide, où il y a l'historique, les rules et les ignore, que vous pourriez mettre ou pas, que je vous conseille de l'utiliser, voilà, je l'ai créé pour vous. Et puis après, on passe du coup, donc ça c'est un peu proche de GPT, mais vous voyez, il y a déjà des différences assez significatives qui peuvent changer les choses. Et puis dans les fonctionnalités vraiment, il y a l'autocomplétion prédictive. Alors là,
si on commence à écrire des trucs, alors ça c'est absolument génial, je veux dire si on dit curseur et, bah voilà, vous voyez en gris, il va suggérer la suite de ce que vous voulez dire. Et ça, il ne faut pas sous-estimer parce que c'est hyper puissant. Si vous faites une faute d'orthographe quelque part, par exemple vous pouvez, j'ai oublié un U, je mets là, et ben lui en fait, donc là je sais pas pourquoi. Est-ce que ça va pas trop vite? Les questions, on peut l'interrompre. Hein. S'il parle, n'hésitez pas. Si il a l'habitude de donner des conférences, des fois ça va un peu vite. Hein. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit, vous pouvez le lire, tout ça, mais il faut poser des questions, oui. Enfin, là, c'était pour vous montrer comment le chat marche. Du coup, il y a cette autocomplétion, et si vous tapez Tab, vous acceptez. Donc, si vous faites commande Tab, vous acceptez mot par mot, mais vous pouvez accepter cette autocomplétion, et c'est très très puissant quand on fait des modifications. Donc, on le verra ensemble. Donc voilà, il y a ça. Maintenant, il y a la navigation intelligente aussi, donc ça, c'est complètement différent de tous les autres. Si on a par exemple une liste qu'on aimerait produire, alors je ne sais pas où je suis parce que je ne vois pas où j'en suis. Alors là, on est là du coup dans le code. Voilà. Imaginons bon, ça c'est un exemple extrêmement simple, mais disons on a une liste comme ça, on a juste écrit les mots, puis on aimerait la transformer en bullet point. Bah, on met ça, voilà, il nous propose, tiens, j'imagine que tu veux continuer. J'appuie Tab. J'ai rien fait d'autre. Là, il me dit, box rouge, tab, j'imagine que tu vas sauter plus loin, puis me demander de faire la même chose après. Donc en fait, juste en faisant... Sur du code, vous pouvez imaginer, c'est par exemple, j'ai changé le nom d'une variable, je le fais une fois, il me propose les sauts partout pour changer. Donc je fais tab, 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 tout est bon. C'est vraiment ce genre de choses, quoi. Ou j'ai changé le nom d'un personnage dans un roman, c'est pareil, puis il va faire tab, tab, tab pour tout changer. Donc c'est vraiment... Enfin, quand on l'utilise, vous verrez, c'est pas du tout le même feeling que quand on est sur Word, puis on doit ouvrir Copilot et puis lui dire « Ah, corrige l'orthographe, machin ». Là, en live, il te propose l'autocomplétion, il corrige tes erreurs, il te propose des sauts et aussi des continuations de phrases. Donc c'est assez différent, ça c'est unique à Cursor, c'est un modèle qui est propriétaire chez eux, parce qu'il doit être très rapide et peu coûteux, vu qu'on l'utilise plein de fois. Donc c'est pas un GPT, on va pas appeler GPT plein de fois pour faire ça. Mais ce tab est absolument unique et génial, moi je trouve, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, évidemment, si vous travaillez avec Git, vous pouvez versionner tout ça, hein, donc il y a toujours cette capacité à revenir aussi. Ensuite, vous avez l'édition locale assistée, donc ça c'est typiquement, vous sélectionnez un texte, et puis vous dites, voilà, commande K, des instructions, alors je sais pas, orthographe, n'importe quoi, hein, ça peut être n'importe quoi, réécrit en chinois si ça vous plaît. Donc là, il va juste, contrairement à GPT, il va pas vous faire un nouveau truc, mais il va faire le diff. Bon là, j'ai pas internet du coup, je sais pas pourquoi, mais bref. Donc là, il est passé à travers, et puis on peut accepter ou rejeter les changements. Là, il en a pas fait, donc il montre rien. Mais s'il montre, par exemple, si on dit c'est pas tab parce que là c'est tab, mais commande. Ah mince. Et bien là, on lui demande de changer, et puis voilà, il va changer ça. Et là, vous voyez en rouge ce qu'il a supprimé. Ça, c'est typique, hein, ça s'appelle un diff en code. Donc c'est la différence entre ce qu'il y avait avant et après. En rouge, c'est ce qu'il a enlevé, en vert, c'est ce qu'il a rajouté. Donc là, on peut accepter bout par bout, yes or no, l'édit en fait qui a été fait. Ça, c'est hyper puissant parce que parfois, quand on lui demande de faire un changement, il y a des trucs qui nous plaisent, d'autres pas. Sur Word, on devrait tout accepter, puis après refaire. Là, on peut faire par petits bouts, on fait à chaque fois commande yes ou commande no sur les edits, et puis du coup, on est beaucoup plus rapide dans l'édition. Et on peut évidemment rejeter tout, puis auquel cas on repasse comme avant. Donc voilà, ça c'est agréable, on peut encore le faire partout. Ça peut être aussi pour générer, on n'est pas obligé de sectionner un truc, on fait juste commande K, écris-moi un paragraphe, voilà. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité. On a, donc ça peut être améliore, ajoute des exemples, formules, etc. Et puis après, vraiment le truc qui est absolument unique et puissant, c'est le composer. C'est un éditeur de fichiers multiples, donc il va faire si vous lui dites une tâche, il va décomposer en fichiers à créer, peut-être s'il y en a à créer. Il va vous montrer tout ce qu'il crée, vous pouvez voir les diffs de chacun des fichiers, et puis les accepter un par un, et encore affiner au fur et à mesure. Donc là, typiquement, pour ouvrir Composer, c'est commande I. Donc, je
sais pas s'il y a des moyens mémotechniques, je me suis pas trop posé la question, mais disons, commande L, ça peut être, je sais pas, la lumière, voilà, c'est pour m'illuminer, c'est le chat, puis commande I, c'est vraiment l'intelligence, parce que là, Composer, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Et donc, si on fait commande I, il va ouvrir une box ici, qui est flottante, hein, on peut la mettre où on veut. Et puis, on peut déjà décrire ce qu'on veut ici, comme un chat, mais on peut aussi ouvrir un control panel ici, qui va faire une interface où il y a un chat et l'édition de fichiers. Donc on verra comment ça marche. Là, juste pour montrer un exemple, je sais pas, on peut dire j'aimerais créer un kit de démarrage pour mon club de lecture sur l'IA, puis j'aimerais que tu crées un calendrier des rencontres, peut-être tu dis le nom du fichier à créer, une fiche de lecture type, un tableau de suivi des lectures passées, un guide d'animation, enfin bref, des choses, voilà. Et puis on lui donne encore le @web pour qu'il trouve des lectures récentes incontournables. Voilà, juste pour lancer un club sur l'IA. On prend ce truc-là, on le met dans le Composer ici. Donc là, le @web, il a été bien lié. Vous voyez, il est un peu en bleu. Donc ça, c'est bon, il est pris. Le contexte web, il est là. On fait Entrée. Et puis maintenant, pour qu'on voit un peu mieux, on peut ouvrir le panel. Et puis là, du coup, il va faire ça. Donc d'abord, il cherche forcément les lectures, le contexte. Et puis après, il doit nous proposer de créer tous ces fichiers. Donc là, en fait, vous voyez, il est en train de les créer. Donc là, il veut créer ces fichiers en m'appuyant notamment sur la liste de lectures recommandées par blablabla. Il montre la source. Et puis là, il crée, vous voyez qu'il est en train de faire les fichiers. Et vous pouvez cliquer ici, puis regarder ce qu'il a créé en fait. Donc là, il a créé une base de données CSV des lectures à faire. Le guide d'animation, c'est ça, etc. Donc la newsletter type. Un calendrier, là, ce sera... donc là, il a déjà mis certaines lectures. Peut-être que là, il y a même une pause estivale, enfin bref. Donc, il a créé tous ces fichiers, et maintenant, ce qui est puissant, c'est qu'on peut dire, on peut éditer n'importe lesquels de ces trucs, en fait. Puis toute la codebase évolue avec le contexte cohérent, donc si on modifie quelque chose, il va modifier les autres fichiers en conséquence et autres. Donc, on peut vraiment gérer, là, c'est un exemple supra simple, mais évidemment que si on est sur une codebase, et puis il y a des milliers de fichiers, c'est hyper puissant de pouvoir voir qu'est-ce qui est édité, puis de rejeter un par un ou pas. Là, on peut appliquer, accepter tous les fichiers, on peut rejeter tout, on peut sauver, ça crée un checkpoint. Parce que là, si vous voyez au début, en fait, avant chaque truc que vous avez effectué, il y a un checkpoint. Là, il n'y en a qu'un. Si vous faites checkout ici, vous revenez à l'état avant ce que vous avez fait. Donc s'il y a une conversation et puis vous allez dans un truc qui ne vous plaît pas, sur ChatGPT, c'est compliqué de revenir. C'est vraiment assez chiant. Donc il a toujours le contexte un peu en tête, etc. Là, l'avantage, c'est qu'on fait un checkout à un endroit, tous les fichiers reviennent à l'état de cet endroit-là et on peut repartir sur une base saine si on a envie avec d'autres directions d'exploration. Après, si on fait accept, voilà, on a les fichiers qui sont créés du coup dans notre... si on regarde ici, ils sont déjà créés. Ouais. Donc le composer les a créés. On peut dire où les mettre, mais là on n'a rien dit, donc il les met dans le fichier root. Et puis là, on n'a pas envie de faire ça, donc on va lui dire, on va revenir à un checkpoint de base, ici, en haut. On va checker ça. Donc là, il n'y a plus de fichiers, on reset parce qu'on ne veut plus voir cette conversation. Et puis là, on revient à l'état qu'on avait avant. Donc ça, c'est vraiment assez génial. Donc on va voir après ce qu'on pourra faire avec. Là, c'est juste pour vous décrire un peu les fonctionnalités et ce qui fait la différence. Maintenant, le preview, il est parti. Je le rouvre. Donc là, on était voilà, ici. Donc ça, c'est en gros les fonctionnalités. Ça va évoluer. Et si vous regardez, il y avait un podcast assez récent avec Lex Fridman. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent ou pas. En tout cas, c'est assez chouette en général. Et les créateurs de curseurs passaient justement pour décrire un peu leur plan. Et c'est vraiment assez magnifique ce qu'ils ont en tête pour la suite. Donc ça va s'étoffer. L'intégration de l'IA dans tout le process créatif, elle va être de plus en plus puissante avec des contextes plus longs, etc. Aujourd'hui, il y a déjà un mode long contexte qui peut être activé dans les paramètres sous l'onglet bêta. Donc si vous cherchez là-dedans, il y a le long contexte. Et si vous faites ça, en fait, quand vous arrivez sur un nouveau chat avec commande L, là, vous voyez qu'il y a normal ou long contexte. Donc si vous faites long contexte, vous arrivez sur des modèles qui sont beaucoup plus puissants avec des fenêtres de contexte qui sont beaucoup plus grandes. Par exemple, là, il y a Claude 3.5 avec 200 000 tokens. Là, vous pouvez en mettre du contexte déjà. Et puis, si vous faites Codebase, il va remplir cette fenêtre de 200 000, quel que soit ce que vous avez mis.
pour vous mettre le plus possible de contexte. Et là, ce sera vraiment très différent parce que le modèle de base, il a, je crois, 45 000, enfin, c'est une fraction de ça. Donc, si vous voulez l'activer, c'est vraiment assez conseillé. Même si c'est en mode bêta, ça marche très bien. Et puis, une autre astuce, bah, c'est le curseur rule, justement, dont on avait parlé. Et là, je vous ai mis 3 exemples dans cette partie base, donc le fichier 1, la base. Il y en a un qui permet, si vous le mettez, en fait, ce que ça va faire, c'est créer un instructeur. Donc si vous écrivez du code ou n'importe quoi, il est instruit de base de vous répondre pas comme pour un codeur. Si vous codez maintenant avec le curseur de base, il va vous dire la réponse en quelques points, puis bam. Il imagine que vous savez ce que ça veut dire et ce que ça implique. Là, il va expliquer tout finement. Il va vous expliquer les contextes qu'il y a derrière, ce que vous devez bien comprendre pour comprendre le code, etc. Donc si vous mettez juste ça, vous copiez ça tel quel et vous le mettez dans votre cursor rules, à la place de ça, eh ben, il va faire ça en permanence et toujours vous expliquer ses réponses, etc. Comme si vous étiez à l'école quasiment, quoi, en fait. Vous allez apprendre la programmation LIA avec lui. Ça, c'est assez génial pour de temps en temps si on a envie d'explorer un peu, de créer du code. Mais ben, de base, on serait un peu perdu. Là, il va vraiment guider assez puissamment. Ça, c'est cool. Là, pour les développeurs, j'en ai mis un autre où c'est un peu l'équivalent, mais pour vraiment expliquer de façon... Enfin, déjà, il y a les bonnes pratiques. Donc, il va promouvoir les bonnes pratiques, par exemple, de faire le moins de code, que ça soit le plus facile à maintenir, donc qu'il n'y ait pas de redondance, qu'on ne se répète pas, etc. Enfin, c'est des principes de programmation. Donc si vous mettez ça et que vous êtes codeur, ben, vous verrez, il va vous faire des propositions qui sont nettement plus puissantes et qui orientent beaucoup plus vite vers une solution qui tient la route, pour production typiquement. Et puis j'en ai mis un autre qui est un peu plus freestyle, mais qui marche aussi assez bien. C'est juste pour qu'il évite de donner des trucs de haut niveau. Donc là, en gras, ben, ne me donne pas de trucs de haut niveau. Si je te demande une correction, une explication, je veux du code réel, pas une explication. Enfin, je veux toujours un truc très concret qui me permette d'avancer vite et puis pas juste je ne sais pas comment, blablabla. Bref. Donc vous avez la possibilité d'affiner ces instructions pour vous, pour différents types de projets. C'est par projet, si vous le mettez ici. Donc l'avantage, c'est que si vous revenez sur un autre projet, il y a ce contexte-là qui est propre au projet. Donc c'est assez unique. Ça évite de créer... Sur ChatGPT, il faudrait créer un GPT avec un prompt système. Après, il faut ouvrir ce GPT, blablabla. Puis forcément... Enfin, c'est un enfer en vrai. Au niveau interface, c'est agréable pour faire un petit truc simple. Mais... Donc là, c'est très très puissant et je vous encourage à juste tester ça pour vous amuser. Mais ceux-là sont assez chouettes, je trouve. Donc voilà. Pour l'instant, c'est un peu rapidement les fonctionnalités. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voyez déjà un petit peu la puissance émerger ou pas. Et pourquoi ça a de l'intérêt de travailler sur cette plateforme. Alors, il y a quelques désavantages. Il y en a une, c'est que c'est pas sur mobile. Il n'y a pas de mode vocal. En même temps, il n'y a pas de mode vocal sur Claude non plus. Bref. Donc, si vous avez de l'argent à dépenser, ben, évidemment que c'est cool d'avoir ça pour travailler et peut-être le chat GPT pour jouer avec vos enfants en mode vocal dans une voiture. Mais ben, voilà. En tout cas, pour travailler, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus puissant d'utiliser ça. Donc là, on peut passer du coup à la partie d'après, que j'avais en tête, qui est, il y a le template. Donc le template, ça se résume à ça, c'est juste si vous avez vu des fichiers de contexte, et puis il y a le curseur ignore, les rules, et puis l'historique peut-être que vous voulez préserver. Et puis dans les grandes lignes, un fichier d'instruction, on verra à quoi il sert, pour guider l'IA. Là, je voulais vous proposer, attends, c'est pas celui-là, parce que là, toutes les fenêtres s'overlappent. Alors, je ne sais pas combien de temps on a, à quel point vous voulez continuer. On en est où au niveau du temps ouais, ça. Est-ce que ça vous va de montrer un peu comment ça marche en pratique? Parce que là, c'est beaucoup de fonctionnalités, mais si on ne les voit pas vivre, c'est pas... Là, ce que je vous propose, c'est un workflow. Ça marche très bien pour moi. J'ai essayé de chercher un peu, parce que je suis assez étonné en fait que Cursor, si vous cherchez sur Internet, c'est exclusivement des tutoriaux pour les codeurs. Il n'y a personne qui le valorise en tant que tel. Il y a 1 ou 2 trucs sur Reddit qui disent attention, si vous faites ça, ça va faire tomber l'outil. Parce que si tout le monde l'utilise pour tout, eh ben, ça va devenir beaucoup trop cher en fait de maintenir cet outil, puis du coup, ils ne pourront plus tourner. Mais nous, on s'en fiche parce qu'on est qu'à Neuchâtel, puis on ne va pas faire une boule de neige comme ça. Donc, oui. Juste une question, c'est quelque chose qui revient souvent avec l'IA et l'utilisation suisse dans certaines professions. Les données et leur protection, en fait, où c'est stocké et tout, le curseur est un outil... Ouais.
Justement, alors là, dans le premier tutoriel, il y a 2 liens, confidentialité, sécurité, vous pouvez lire en détail. Mais en gros, si vous activez le mode privé, ils garantissent qu'il n'y a pas de données qui sortent. Les données, elles ne sont pas stockées en Suisse, par contre. Mais ça, avec OpenAI, c'est pareil. C'est aux États-Unis. Ouais. Et il y a possibilité, encore une fois, comme j'ai dit, d'utiliser le même truc avec une clé API d'Azure, par exemple. Donc là, vous pourrez déployer OpenAI en Suisse, et vous prenez la clé API et vous la mettez dedans. Vous pouvez faire la même chose avec Claude. Et du coup, vous êtes en Suisse avec un modèle que vous maîtrisez. Ouais. Par contre, ça veut dire que tes données à toi, elles restent. Les données, tout ce qui est indexé. Qui transite, qui va aller. Donc... Voilà, alors les trucs qui sont indexés, c'est décrit en détail. D'ailleurs, c'est tellement en détail que moi, ça m'a aidé à faire des parties d'IA pour nous, dans ma boîte. Parce qu'ils détaillent tellement bien comment ils font cet échange et puis comment les chunks de data circulent ou pas, qu'en fait, ça donne des assez bonnes idées sur comment le faire aussi pour toi. Donc voilà, il faut lire cette page sécurité, confidentialité en détail, puis vous verrez comment ça marche. Mais voilà, c'est comme pour GitHub, Copilot, en gros. C'est le même principe, et il n'y a vraiment rien qui sort en principe de ça. Évidemment qu'il faut faire confiance au truc, mais si c'est déployé sur Azure, il y a les certifications qui vont avec. Ils n'ont aucun intérêt à faire que vos données ils leak, parce qu'après ça fait un scandale mondial et il n'y a plus personne qui l'utilise. Donc c'est pas le but de Microsoft, par exemple. Donc voilà, alors en général, quand on a un projet complexe, là je vous propose, ça serait de faire tourner le notebook de la dernière fois, parce que ça c'était un truc qu'on voulait faire, juste que vous puissiez faire tourner du code en local sur curseur, c'est quand même assez utile. Donc là, on ne sait pas comment faire, on va demander à l'IA. Donc là, je ne sais pas si ça vous va de lire comme ça ou vous voulez voir la version rendue. Non ? D'accord. Donc là, on a ce que je vous propose en fait, systématiquement, et ça c'est pour tous les projets, c'est de créer rapidement un plan de bataille. Donc ça c'est un peu comme, de toute façon si vous êtes certifié dans une boîte qui fait du code, la première étape c'est écrire des requirements utilisateurs, des spécifications, etc. Donc là l'idée c'est de faire la même chose mais vraiment beaucoup plus brute, parce qu'on va demander à l'IA d'affiner ce document de requirement tout seul. Donc on va créer un document d'instruction, disons, avant de plonger la tête la première comme on le ferait sur ChatGPT. Puis un exemple de structure qui marche assez bien, en tout cas pour moi, c'est dire, donc on a un document qui s'appelle instruction, version 1.00, disons, s'il évolue. Et puis là, on décrit le but dans les grandes lignes. Donc je sais pas, j'aimerais, là on va le voir dans celui que j'ai créé, j'aimerais faire tourner mon notebook qui était sur Google Colab en local, sur Curseur, en gros. Les besoins, donc tout ce qui doit être rempli, que l'utilisateur il doit être capable de faire tourner le code même s'il est non-codeur, etc. Ensuite, on fait les spécifications. Alors ça, c'est les détails sur la manière dont les besoins doivent être remplis. Donc si par exemple, on veut utiliser une version de Python en particulier ou autre, ça c'est un peu en gros l'équivalent des exigences projet, enfin les documents que vous avez l'habitude de manipuler, mais en version plus simple, disons. On peut aussi donner de la documentation. Donc si par exemple, on sait qu'on veut utiliser un outil particulier, autant donner la page de documentation. Comme ça, il ne va pas aller chercher n'importe où, il va utiliser vraiment l'exemple que vous voulez. Dans la documentation, vous pouvez aussi donner des exemples de code. S'il y a une façon de faire que vous savez que vous voulez utiliser, il faut le mettre là. Donc dans cette section-là, vous mettez toutes les choses qu'il doit utiliser en gros. Et puis à la fin, les tâches. Alors les tâches, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez laisser vide, parce que sur la base du reste, il peut les générer lui-même. Mais sinon, on peut le guider. Donc c'est un peu le raisonnement qu'on aimerait faire. En premier, j'aimerais créer des fichiers pour installer un environnement Python, si vous savez déjà. Puis après, etc. Donc là, par exemple, moi j'ai fait ça juste pour cet exercice-là. Donc là, le but, c'est de permettre à un utilisateur non-codeur de faire tourner un notebook, donc Cursor AI. Il s'agit du notebook qui est ici. Donc là, j'ai mis le @ la référence de ce fichier-là. Les besoins, c'est l'utilisateur non-codeur doit pouvoir installer l'environnement Python pour faire tourner tout ça. Ça doit être fait dans Notebook. J'aimerais que tous les fichiers soient créés là-dedans, pas dans l'environnement root, comme ça je sais où c'est. J'aimerais qu'il y ait un environnement virtuel qui soit créé, voilà, que l'utilisateur qui ne sait pas coder doit tout pouvoir faire en suivant un README. C'est un fichier d'instruction un peu, ça s'appelle README en général, dans les bases pour codeurs. Je lui demande de ne pas adapter le notebook lui-même, de ne pas faire de versionnage, pas de script obscur, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même lui demander de générer ça tout seul, à partir du but. Hein. Mais voilà. Les spécifications, je dis qu'il faut utiliser Cursor, mais il est déjà installé. Que j'aimerais la dernière version de Python, que j'aimerais un environnement virtuel dans un fichier que je maîtrise qui est là, .venv. Et là, je lui donne les dépendances du notebook, mais on n'est pas obligé. Ensuite, je lui dis peut-être, pour installer Python, voilà la page que je trouve pertinente. Pour un environnement virtuel, voilà doc Python, on pourrait donner juste @doc si on voulait. C'est juste pour le guider le maximum possible en fait.
Et ensuite, ce qu'on va faire, donc ça, c'est un peu les requirements. On peut le faire beaucoup plus brut, hein, et puis générer ça. Ça, c'est une conversation. Ce document-là, il doit être fait en conversation avec l'IA. Donc là, on pourrait dire, bah, cette section, j'écris rapidement, j'aimerais les requirements. On donne le notebook dans le chat, puis on dit, bah, ajoute-moi les requirements vraiment, qui sont dans le notebook, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour le générer, je n'ai pas écrit à la main, complètement. Donc voilà, une fois qu'on a ça, l'étape d'après, c'est de peaufiner ce plan. Donc maintenant, vu que c'est une IA qui va faire ces tâches, on aimerait que ça soit en langage IA. Nous, on va décrire les tâches. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai fait. Non, il n'y a pas de tâches. Donc lui, c'est là qu'il va les créer. Donc on va lui donner ce truc-là, le truc de base un peu. Puis on va lui dire maintenant, créer un fichier d'instruction, alors avec une nouvelle version, je ne sais pas, 1.1 par exemple, qui détaille la même chose que les instructions version 1.0.0, mais pour que tout soit clair pour un expert qui doit réaliser ce projet. Donc il va le dire avec ses mots. Si c'est un modèle particulier, il vaut mieux utiliser d'ailleurs le même modèle après pour réaliser les tâches que celui qui a créé le document d'instruction. Et puis là, je dis juste inclus toutes mes instructions pour qu'il n'y ait pas de choses qui soient loupées. Et puis pas de code, juste les instructions. J'aimerais pas qu'il commence à me générer des trucs de code. Et donc là, on peut consulter. Donc si vous lancez ce prompt-là, et ben en fait, il va vous créer ce fichier-là. Donc là, je ne vais pas le refaire, mais disons, là, c'est lui qui a reformulé entièrement le document d'instruction à sa sauce. Donc voilà, il a expliqué le truc différemment, l'objectif du projet, créer un environnement, machin. Vous pouvez lire, mais vous verrez déjà qu'il a détaillé les choses comme un expert, vraiment en sachant les ingrédients un peu pour toutes les autres étapes. Les tâches à réaliser, il les a mis à la fin. Donc là, il a rempli. Lui, il a trouvé qu'il fallait d'abord préparer un environnement, documenter, exécuter un notebook, et puis créer la documentation à l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire maintenant, là, on n'a rien fait. Hein. On pourrait partir de genre, j'ai envie de faire tourner ce notebook en local. On lui demande de créer l'instruction de base, puis on raffine. On lui demande fait une nouvelle version maintenant, vraiment en détaillant, pour qu'un expert qui réalise le truc, il sache les tâches à faire. Puis une fois qu'on a ces tâches, maintenant c'est beaucoup plus puissant, parce que ça veut dire qu'on peut les donner à Composer, évidemment. Donc là, on va passer à l'action avec Composer. Donc une fois qu'on a ce document d'instruction, ben, on peut dire, ben là on peut le faire juste pour s'amuser. Donc là, on va sur Composer, donc commande I. Puis là, on lui dit, ben, tu as le dossier instruction, donc là il n'est pas lié, je le mets juste, voilà. Donc lis attentivement mes instructions dans instruction version 1.1.0 et exécute la tâche 1. On pourrait faire toutes les tâches d'un coup, hein, mais c'est juste pour vous montrer étape par étape. Là on ouvre le truc, on lance ça. Donc là la tâche elle est déjà écrite par l'IA, donc normalement il se comprend assez bien. Donc là on va voir, ben voilà, il est en train de créer le readme, les requirements, un fichier requirements.txt pour faire ça. Donc il fait en fait tout le truc qu'on veut qu'il fasse. Et puis si on regarde le résultat, bon là je ne vais pas le faire en entier, mais si on regarde le résultat, ben, vous aurez ça. Donc là il y a un fichier readme, c'est pas moi qui l'ai écrit. Normalement si vous suivez ça, je l'ai fait. Donc il vous dit les étapes, ben, installer Python, voilà, aller sur ce site, télécharger l'installeur pour votre système, voilà, c'est les instructions pour installer Python. Vous pouvez vérifier après que ça marche en tapant ici dans un terminal. Donc là, c'est évidemment un éditeur de code, donc il y a un truc qui s'appelle le terminal, comme sur Mac ou Windows. Vous pourrez après taper Python et puis la version. Donc la commande qu'il vous donne, en fait, pardon. Et puis là, il vous dira la version qui est installée, voilà. Bon bref, les instructions sont normalement bien faites parce qu'on a instruit l'IA pour les faire. On installe curseur, bon là il n'a pas capté qu'on l'avait déjà, mais voilà. On prépare l'environnement virtuel, on l'active, et puis à la fin, ben voilà, si vous suivez ça, il y a 2-3 lignes à exécuter dans un terminal. Vous pouvez ouvrir le notebook de la dernière fois. Donc c'était celui-là, si vous ne vous souvenez pas. Et puis là, il y aura, et ça c'est dans l'instruction aussi, un environnement Python à choisir. Donc vous choisirez celui qui a été installé, qui est dans le VN-VC, .virtual environment. Et puis une fois que vous avez ça, c'est bon. Vous pouvez faire tourner comme avant. Là, vous faites tourner votre truc qui génère, enfin tout fonctionne comme avant. Vous avez l'environnement. Si vous supprimez ce .venv, là, ça contient en fait toutes les librairies Python qu'il a installées, quoi, tout le code qu'il faut pour faire tourner ça. Donc, voilà, c'est pas très. Là, si on savait rien, ben, il a tout généré pour nous, simplement parce qu'on a été fin dans nos instructions. Donc ça, exemple relativement simple, disons. Maintenant, on peut passer à un truc peut-être plus pertinent pour vous.
Évidemment que ces workflows, c'est toujours le même principe. Moi, quand je fais un truc de code, imaginons que j'ai une tâche, je sais pas, créer un nouveau chatbot pour une entreprise. Bah, je crée mon fichier d'instruction, j'ai déjà tous les requirements, en gros, j'ai pensé à ça. Donc après, si j'ai un système, un QMS, Quality Management System, dans mon truc, je reprendrai ça en fait. Je peux lui demander de reformuler ça pour avoir mes requirements. Donc j'ai rien fait quasiment en fait. J'affine avec lui au fur et à mesure les requirements pour réaliser la tâche. Et puis si je réalise que non, il propose plutôt d'utiliser Java alors que j'aime Python, alors je lui mets dans les spécifications, non, j'aimerais vraiment Python, peut-être une version, j'en sais rien. En tout cas, on affine au fur et à mesure ce document d'instruction avant même de le donner à Composer, qui est le truc puissant qui va réaliser tout ça. Il faut vraiment penser que ces outils, ils sont probabilistes. Si on leur donne dans une fenêtre de contexte tout ce qu'on veut faire, ils ne vont pas y arriver en fait. Il faut pré-mâcher le truc. Mais on a la possibilité de faire des chaînes de prompts, d'affiner des instructions, de faire 2-3 versions d'instructions, etc. D'affiner avec eux en plus, de mieux comprendre ce qu'on veut faire. Et puis à la fin, de donner ça à l'IA décomposé, pré-mâché par l'IA elle-même, pour pouvoir réaliser les trucs. Et c'est là où Composer le fait tout seul. Sur ChatGPT, vous pourrez essayer de faire ça. Hein. C'est impossible. Ça, vous galérerez sans fin pour faire un truc comme ça. Et imaginez que là, vous auriez une codebase vraiment, ou alors tous vos fichiers Obsidian ou autre. Mais c'est un enfer total si vous êtes sur ChatGPT. Donc voilà. Donc là, on a ce fichier-là. Donc là, le but, c'est de générer un rapport. Alors, il y avait le rapport que j'avais mis dans la première partie de base, qui était le rapport de la commission de l'IA en France sur l'état de l'IA, enfin sur notre vision pour l'IA. Je me suis dit, bah cool, on va faire le même pour la Suisse. Puis après, j'ai demandé à ChatGPT après, je l'ai donné pour dire ce qu'il pensait du rapport. Il a dit que c'était excellent, c'était génial. Bref. J'ai passé 1 heure à faire ça. J'ai fait un rapport de peut-être 200 pages, là, vous verrez, en 1 heure sur l'état de l'IA en Suisse. Donc, en gros, ça se passe comme ça. Là, c'est un peu plus, voilà, il y a un peu plus de choses, mais l'approche, elle est un peu la même. Donc, c'est toujours un peu 4 étapes. C'est on crée ce document d'instruction. Évidemment, vous pouvez faire d'autres workflows. Hein. Là, il peut y avoir 15 documents d'instruction pour des aspects spécifiques, etc. Là, c'est le plus simple possible, disons. Donc, on suit le format habituel avec le but, les besoins, les spécifications, la documentation, les tâches. Là, on peut déjà donner des tâches si on veut. Donc, l'IA peut bien sûr vous aider à remplir tout ça. Ensuite, on peaufine, comme on a fait avant, et dans le Composer, après, on demande de réaliser les tâches. Donc, on va faire ça. Là, j'ai fait un document d'instruction qui est un petit peu plus fourni parce que je voulais l'orienter, mais j'ai écrit ça avec l'IA. Hein. C'est pas moi qui ai écrit ces paragraphes. Donc là, le but de ce projet, c'est d'élaborer un rapport scientifique exhaustif et structuré qui est intitulé « IA, notre ambition pour la Suisse », comme l'équivalent de celui français. Et puis là, j'ai pris cette phrase-là, et dans le chat, j'ai dit crée-moi un but qui soit plus rigoureux au niveau scientifique et autres. Donc là, il a dit ce document vise à présenter une analyse approfondie, équilibrée de l'état actuel, des perspectives futures de l'intelligence artificielle en Suisse, avec les aspects clés, un aperçu général du domaine, les applications pertinentes, les défis techniques, éthiques, etc. Donc là, il a déjà un cadre un peu scientifique rigoureux, disons. C'est des instructions que peut-être, si vous voulez le faire vite, vous n'aurez pas tout en tête, vous louperez un point, enfin bref. Autant le faire avec l'IA et l'affiner. Et là, dans les besoins, j'ai dit le rapport doit inclure au moins ça pour moi. Ça aussi, j'ai demandé dans le chat quelle serait la structure un peu idéale pour un tel rapport, et j'ai mis là-dedans dans l'instruction ce que je trouvais bien. Donc une intro avec un énoncé des objectifs, la méthodologie, une revue de littérature, donc une analyse critique des publications et autres, les applications impact sectoriel, un examen détaillé des applications par secteur un peu, les défis et limites, donc les obstacles au niveau technique, juridique, sociétaux. Tout ça, on pouvait le faire, par exemple, sur la base du rapport français, qui couvre un peu les mêmes choses, mais d'une autre manière. Des recommandations pour la suite et une conclusion. Et puis là, j'ai dit chaque section devra s'appuyer sur des données empiriques, des analyses rigoureuses, des sources fiables. Et ensuite, dans les spécifications, j'ai dit au niveau structure-organisation, j'aimerais vraiment que tu structures de manière rigoureuse, avec des sections clairement définies, avec une progression logique cohérente. Bon, on peut mettre ce qu'on veut. Il faut que ça soit clair, lisible, que les sources elles soient d'un certain format. Bon, voilà. Ça, encore une fois généré par l'IA. Donc là, on ne va pas le lire ensemble, ce n'est pas le but. Mais disons, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous trouvez qu'il génère des choses qui vont dans une direction qui n'est pas exactement la bonne, autant plutôt que de faire plein de prompts dans Composer, vous réadaptez ce document. Et puis là, dans la documentation, j'ai donné des bases de données crédibles, par exemple Google Scholar, PubMed, Web of Science, IEEE Explore, ce genre de choses. Des journaux scientifiques pertinents. Donc là, c'est un peu les classiques de l'IA. Donc Nature, Science,
pattern recognition et tout ça. Et puis j'ai dit les ressources spécifiques à la Suisse. Donc à chaque fois, j'ai posé la question à l'IA. Hein. J'ai dit quelles sont les ressources spécifiques à l'IA en Suisse, ou alors on va rapidement sur Internet, on cherche, on copie-colle ici. Donc une fois qu'on est sûr un peu de ce qu'on veut utiliser, du style à mettre, de tout ce qu'on aimerait dans ce rapport, alors il y a un peu de travail, mais ça se fait en, je sais pas, j'ai dû prendre un quart d'heure pour faire ça, avec l'IA. On peut dire, alors là, les tâches, j'aimerais vraiment que tu fasses étape par étape. Ça, c'est aussi pour vous, pour que vous puissiez voir comment ça marche. Et j'ai dit, j'aimerais d'abord que tu fasses une revue de littérature, que tu l'appelles un revue de littérature. Le but, c'est de rassembler les sources récentes, blablabla. Et j'aimerais que pour chaque source, tu inclues le titre, le lien, un résumé de pertinence, pourquoi c'est important pour le rapport. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'après, évidemment, on a pré-mâché le travail d'aller extraire de l'information, de la compresser, pour que ce document, après, il puisse rentrer dans un contexte, mais que l'essentiel y soit. Donc c'est pour pré-mâcher le travail déjà, pour l'IA. Donc la revue de littérature, elle a été générée ici, je l'ai déjà fait avant, évidemment. Donc là, ça se présente comme ça, il a structuré, par exemple, là, il y a un article Artificial Intelligence in Switzerland. Il y a la source, le résumé de pourquoi c'est pertinent pour ce rapport, etc. Donc là, il va sortir tous les trucs récents qu'il a trouvés. On peut lui donner un certain nombre, si on en veut 50, voilà, 50. Donc il a fait cette revue. Et après, si on revient sur nos instructions, ici. Donc là, il y a des trucs qui sont assez utiles, que vous ne faites pas toujours, j'imagine, mais on peut générer des idées de contenu. Alors ça, moi, je trouve ça vraiment cool, parce que souvent, quand on fait de l'IA, on fait un prompt, on fait plein de fois, on régénère, puis quand on trouve un truc bien, voilà, on l'utilise, mais c'est pas forcément pertinent pour vraiment couvrir largement. Alors ce que je lui demande souvent, quand je ne sais pas quoi créer, je lui dis, crée-moi un fichier avec des idées de contenu. Le but, c'est de faire une variété d'idées pour explorer voilà, tous certains aspects. J'aimerais que tu... Bon, là, c'est les trucs que lui, il a générés, parce qu'on est dans la version compliquée, pardon. Mais à la base, j'ai demandé, en gros, de faire une variété d'idées sur différents angles, perspectives, pour un peu couvrir qu'il n'y ait pas de biais, qu'il y ait des aspects de tous les points de vue, en fait, possibles en Suisse. Et puis après, de résumer chaque idée et l'enregistrer là-dedans. Et ensuite, on peut lui demander à lui-même d'évaluer ses idées. Donc maintenant, j'ai un nouveau fichier que j'aimerais qu'il génère, en étape 3, qui va prendre les idées qu'il a générées et les évaluer lui-même. Donc il va créer une matrice d'évaluation. Donc si on voit, en fait, ce qui a été créé après, c'est ça. Donc là, par exemple, dans les idées de contenu, il a dit, il y a par exemple un angle, ça serait l'écosystème suisse de l'IA, force et opportunité, les pôles d'excellence, cartographie des startups entreprises. Peut-être un autre, ça serait l'IA dans le secteur de la santé, l'approche réglementaire, marché de travail suisse, etc. Il a fait toutes ces idées-là. Et puis après, je lui demande la matrice d'évaluation selon mes critères. Ça se présente comme ça, donc là, peut-être je vais la générer pour que vous voyez mieux. Ouais, bon, c'est un peu pénible parce que... ouais, je vais fermer ça, disons. Ouais, tout ce d'ici. Donc là, il a mis en gros, dans un tableau, selon mes critères, c'est moi qui lui ai demandé, la pertinence, l'impact potentiel, la faisabilité. De mettre un 1 à 5 pour ces sujets-là, disons. On peut faire un truc beaucoup plus compliqué. Hein. Et puis de calculer le total, avec un espèce de commentaire pourquoi c'est pertinent. Donc là, il prend les idées, une par une, il les note, et puis à la fin, il regarde le score total, et puis il dit, voilà, sur la base de ça, ce qui est pertinent, en fait, les idées les plus pertinentes dans l'ordre, c'est ça, selon mes critères. On peut en générer 500, là j'en ai fait 10, hein. Mais on peut générer 500 idées, avec une matrice qui est beaucoup plus large. Et puis là, on a vraiment mappé tout le possible, on a essayé de créer une variété de choses. Parce que souvent, on dit l'IA, c'est pas créé. Ah là, non. Si on prend tous les points de vue possibles, qu'on le force à faire ça, puis qu'on structure étape par étape, il est capable de le faire. C'est juste que si on lui demande direct tout ça, ça marche jamais. Impossible. Vous pouvez essayer sur ChatGPT, il va jamais faire un truc comme ça, jamais. Donc, c'est l'idée, en fait, de ce document d'instruction. Ensuite, on peut lui dire, on revient aux instructions. Alors, je prends les instructions de base, hein. Après, je vais demander de générer un truc plus complet, mais voilà, pour vraiment le faire. Ensuite, j'aimerais qu'il fasse, je lui ai dit, une fois que tu as cette matrice, tu compiles et tu raffines les meilleures idées. Maintenant, tu vas étoffer parmi ces meilleures idées les choses-là et tu enregistres ça dans un nouveau fichier. Ensuite, maintenant, tu vas créer la structure des rapports. Maintenant que tu as les meilleures idées sur tout ce que tu pouvais générer, selon mes critères, tu vas créer cette structure de rapport. Maintenant, tu es capable de le faire, tu as suffisamment de contexte. Donc les instructions, c'est juste d'utiliser les meilleures idées puis de faire ça. Je vous montrerai ce que ça donne. Et ensuite, on peut passer à la rédaction maintenant des sections. Donc
Donc on peut rédiger chacune des sections du rapport selon la structure. Et là, c'est une étape qu'on pourrait faire en plusieurs étapes si on voulait le faire mieux, pour encore décomposer, pour que ça soit plus de contexte à chaque fois par prompt. Mais là, disons, ça marche déjà très bien. Et alors ça, c'est une étape optionnelle, mais qui est vraiment géniale sur du code, je le fais assez fréquemment. C'est une fois que vous avez généré un truc, une section, disons que vous n'êtes pas content, vous ne savez pas trop. Alors une option, c'est de dire, je réécris des prompts pour le guider, mais il aura le contexte de ce que vous avez généré de base, et puis ça va être un peu compliqué. Ça va tomber un peu toujours sur la même chose, il ne va pas être dans un nouvel espace. Donc on peut faire exactement la même stratégie qu'on avait faite avant. On peut lui demander, maintenant, pour une certaine section, si je te demande de faire l'étape 7 pour une certaine section, tu vas me générer maintenant des alternatives complètement différentes pour ça. Tu vas prendre une matrice d'évaluation, créer une matrice d'évaluation selon mes critères à moi pour cette section, et tu vas sélectionner celle qui est la plus pertinente. Donc maintenant, il va vraiment couvrir un large espace de possibilités, exploser tout ça, et puis recibler selon des critères précis. Et donc là, ça permet de vraiment, si vous l'utilisez, vous verrez, c'est pas du tout la même expérience que d'affiner par prompt, comme vous faites sur ChatGPT. Ça, au passage, c'est des étapes que je fais là en instruction, qui dans les boîtes, quand on a par exemple une chaîne, puis un outil qui fait de l'IA pour certaines tâches, en fond, c'est des stratégies de ce style-là qui sont faites aujourd'hui. Il y a beaucoup on met tout dans le contexte, on lui demande de s'auto-évaluer, on fait des loops de prompts, des chaînes de prompts qui sont assez complexes pour pouvoir générer cette richesse. Et vous voyez rien de tout ça. Quand vous êtes l'utilisateur, vous ne voyez pas, mais en fond, c'est ce qui est fait. Donc typiquement, pour qu'il n'y ait pas d'hallucination, pour qu'il ait une richesse dans la créativité, pour toutes ces choses, c'est des chaînes de prompts, de raisonnement qui sont derrière, qui sont comme ça, qui sont implémentées, hard-codées par les ingénieurs comme moi. Mais là, on le fait aussi dans un document d'instruction, puis ça marche aussi. On peut lui demander de faire la même chose, il faut juste le guider étape par étape dans le raisonnement qu'on veut faire. Et à la fin, on dit, relis tout ça, vérifie la cohérence, cette fois avec add code base, parce que tu dois vraiment avoir l'ensemble en tête. Et puis voilà. Et donc si on passe maintenant à ce qu'il a créé, juste pour que vous ayez une idée. Donc après, peut-être que je peux vous montrer ça juste. Si on va sur Composer, et puis, alors je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je suis pas sur un fichier. On va ouvrir les instructions, et puis, pourquoi il met pas Composer là ? Je sais pas, je suis sur une fenêtre. Ah, mais la fenêtre est trop basse. Okay. Donc voilà, on est sur Composer. On va lui demander, donc on a nos sets d'instructions là qui ont été affinés. Exécute la tâche 1, non ? C'est ça qu'on veut faire. La tâche 1. On pourrait faire tout d'un coup, mais vous verrez, si vous faites tout d'un coup, ça marche pas du tout pareil. C'est exactement la même chose que si on demandait à ChatGPT de faire tout le truc complexe d'un coup, il n'arriverait jamais. Donc si on fait la tâche 1, on va sur Composer. Là, il va faire la revue de littérature, donc il va créer ce document là qu'on avait déjà. Et puis là, vous aurez la possibilité de dire non, cette ressource je veux pas, etc. De regarder un peu ce qu'il a réussi à trouver. Ou de refaire un passage complètement nouveau, avec des critères ou ce que vous voulez. Faire un raisonnement complètement différent du mien. Donc voilà, c'était juste pour montrer un peu la forme que ça prend. Après, s'il a fini ça, on peut dire maintenant tâche 2, ou tâche 2 à 5 si vous voulez aller vite. Tâche 2, voilà. Donc maintenant, il est censé créer le deuxième fichier, selon les instructions. Donc là, c'est juste qu'il est un peu lent avec le réseau, mais voilà. Donc là, alors c'est 2 ID, donc ça c'est pas représenté bien dans Composer, c'est un bug, mais le E accent aigu, c'est ça. Donc là c'est ID de contenu, on le voit ici. Donc ça on voit où il est créé en fait, c'est bien dans contenu généré, 2 ID de contenu. Donc là vous faites ça étape par étape, et en fait il va générer tout ce que j'ai là, j'ai tout le rapport entier en fait. Et donc je vais vous montrer le résultat, parce qu'évidemment on ne va pas faire toutes ces étapes-là. Là je reviens à ce que j'avais avant, avec un check-out de ça. Je peux aussi rejeter tout, je ne sais pas pourquoi il ne réagit pas. Mince. Ah non, j'ai appliqué. Voilà, bon. On enlève ça. Et là, il y a une dernière étape. Donc évidemment qu'on lui a demandé de faire les choses section par section. Donc là on a toutes les sections qui ont été créées. Ça, c'est le nom que j'ai. Dans le contenu généré, il y a donc une introduction, l'écosystème SUSIA, les applications, les enjeux, machin, voilà, jusqu'aux annexes. Maintenant, on a ça, puis on se dit des fois, j'ai généré tout ça, c'est cool, j'ai toutes mes sections. Et évidemment, donc à la fin, j'aimerais un rapport final, un seul. J'aimerais pas juste tous ces fichiers. Donc après, vous pouvez aller sur ChatGPT puis dire,
mettre tout ça, puis vous aurez l'opportunité de le faire par paquet de 6 fichiers, ou je sais pas, ce sera un peu pénible. Puis vous créera le fichier, puis vous devrez régénérer tout. Ou alors là, typiquement, ça c'est un truc pour du code. C'est juste fusionner des fichiers. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on est sur un truc qui peut faire tourner n'importe quel code. Donc dans les instructions, dans le tutoriel, je vous ai montré juste ce que moi je ferais. Donc une fois qu'on a généré tout ça, on peut dire un prompt simplement pour l'IA, créer un script Python qui s'appelle script.py qui va en fait agréger ces fichiers-là, 6 sections avec le nombre de titres, enfin les fichiers qu'on voit ici, qui ont été générés pour les sections, en un rapport final. Donc ça, c'est rien de très spécial. Et puis ça, c'est pour vous. J'ai dit, donne-moi la marche à suivre pour exécuter le script, parce que je ne sais pas forcément comment ça marche. Donc si on utilise ça maintenant, puis qu'on va sur même juste là un chat, alors ça, c'est petite astuce très importante si vous avez un fichier et vous copiez un prompt dans la fenêtre ici, donc là, s'il n'y a pas de contexte, et que vous voulez prendre ce truc-là comme un prompt, donc pas comme du contenu de contexte, alors si vous le copiez-collez ici, bon là ça a marché, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, si vous prenez ça et que vous le copiez là, on va le refaire parce que je ne sais pas pourquoi. Non, en fait, c'est parce que j'ai pas d'autres fichiers ouverts. Disons, on a ça. Et puis, on lui demande encore la même chose qu'avant. En fait, ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va penser que vous voulez l'ajouter comme contexte. Donc, il va mettre ici, il va ajouter au contexte ligne de code X à Y plutôt que le prompt. C'est pas ce que vous voulez. Alors, quand ça arrive, ça c'est un petit truc quand on l'utilise souvent. Ce qu'il faut faire, je vais rester parce que normalement ça ne fait pas. Voilà. Donc là on voit qu'il a fait ça, en tout cas au début. Là il a rajouté, créé un script machin, il l'a pas mis comme prompt, il l'a mis comme contexte, avec les références aux lignes de code. Ça c'est embêtant parce que là si on dit entrée, il va rien faire parce qu'il n'a pas de prompt. C'est pas ce qu'on voulait. Donc la petite astuce, c'est si ça vous arrive, vous rajoutez juste un at à la fin, comme s'il y avait une mention. Et quand il y a une mention, en fait, il copie-colle le texte. Donc là, si on fait ça, c'est bon, vous enlevez le at, juste. Puis vous avez votre prompt. Donc si on le lance, voilà, il va vous dire, je crée le script Python. Il ne faut pas oublier que ce truc-là, il est super affiné pour du code aussi. Donc tous les trucs de code, contrairement à ChatGPT, c'est beaucoup plus efficace. Et encore une fois, je vous conseille d'utiliser le Claude 3.5 Sonnet et puis pas GPT 4o pour ça. Donc là, il y a le script. Si vous aviez fait avec Composer, il l'aurait créé direct. D'ailleurs, on aurait dû faire ça dans le rapport final ici. Et donc, on copie, ou si on a Composer, il a déjà été créé, on a ce script. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on n'a pas lu les instructions, donc il est censé nous donner des instructions. Donc là, il a dit ce que fait le script, et puis pour l'utiliser, placer dans le répertoire rapport final, bon ça c'est sur Composer, il l'aurait fait. Assurez-vous que les fichiers de section sont dedans, exécutez le script, bref. Donc pour exécuter le script, si vous savez, avec Python script, si vous ne savez pas, vous lui demandez ce que ça veut dire. Sinon, vous allez sur le rapport final, vous ouvrez un terminal. Donc ça va ouvrir un terminal sur ce dossier-là, pour lancer une commande. Donc ça, si vous faites ça, vous êtes là, puis du coup, il est dans le bon fichier, rapport final. Il voit votre script, du coup. Si vous faites Python script, comme il nous a dit, si on n'a pas le rapport, parce que là, j'ai déjà, on va le supprimer, il est censé générer, quoi. Donc là, on l'a, et puis voilà. Donc là, on a normalement toutes les sections. 1, 2, voilà. Enfin, il a fait le rapport, quoi. Donc à la fin, on a un rapport qui se présente sous cette forme-là. Vous pourrez le lire parce qu'il n'est pas si mal, franchement. Je pense que si on l'avait mis sur le site d'AI Suisse en disant on a travaillé dur, machin, pour produire un truc. C'est ce qu'on va faire. Le contexte de l'IA en Suisse, voilà. Donc il va faire en fait ce qu'on a fait comme structure, avec notre matrice d'idées. On aurait pu donner d'autres critères, mais disons là, il passe par les pôles, comme on avait dit, l'excellence, tout ça. L'objectif rapport, portée du rapport, la méthodologie, l'écosystème IA en Suisse, les acteurs clés, les institutions académiques, les startups. Alors là, il a mis les gros, Sophia Genetics, Sarva, ce genre de trucs. Là, si vous aviez vu dans les détails de ce qu'il avait généré,
il avait dit en fait qu'il sélectionnerait cela. Il y avait la possibilité d'affiner, on aurait pu dire non, soit exhaustif, 2 ans en plus, voilà. Les grandes entreprises multinationales, bref, les pôles d'excellence, les startups. Alors là, bah, je suis pas dedans, merde. Mais j'aurais dû rajouter 2 mots. Comparaison internationale, les forces et les... Alors là, c'est intéressant de voir parce que je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de la Suisse, mais voilà. Bref. Donc, si jamais vous pouvez le lire, parce qu'en tout cas, moi je l'ai fait pour la partie recommandations pour le futur, et c'est assez pertinent, les espèces de stratégies recommandations de mettre des commissions d'experts ensemble. Et autres. Ça fait partie de la question que je pose, parce que en fait, le travail qui a été fait, il est extrêmement pertinent. Oui. Puis au moment de se poser la question de la diffusion, vous rigolez en disant on pourrait presque le publier. Oui, ah oui. Mais pas, pour le publier, je ferai encore d'autres étapes que je n'ai pas montrées là. Ça serait c'est éthiquement, vous vous dites je pourrais pas le publier parce que ça... Ah non, ça, moi j'ai pas de problème avec ça. Non, tant que... Non, c'est rigolo parce que vous faites effectivement un immense travail en extrêmement peu de temps. Puis au moment de dire on pourrait pratiquement le publier... Là bah, en fait, il faudrait... Enfin, si je devais faire une thèse sur un truc par exemple, ou même un projet de code, c'est la même chose. Ouais. Je génère, je fais ça, j'ai le squelette, j'ai une base, mais qui est quasiment ce que je veux. Après, évidemment, je dois faire le travail d'aller voir, de lire les sources, de voir que chaque truc a bien été référencé. Encore une fois, je le fais avec l'IA. Je dis, bah, va chercher dans sa source si c'est vraiment le cas. Et si j'ai de l'argent, je le fais automatiquement. Donc, je vais lui dire de parser ça chunk par chunk et de vérifier chaque information dans la source. Donc ça, c'est l'étape que je ferai, que je ne fais pas parce qu'elle est coûteuse. Et puis en prompt, là, on galérerait un peu quand même. Parce qu'il faudrait faire ça section par section, enfin, pour qu'elle fasse bien. Tandis que si on faisait vraiment du code, on pourrait lui demander d'écrire le code pour le faire. Mais il faudrait vérifier vraiment systématiquement les sources et tout. Et ça, c'est le truc à faire en plus, quoi. Et reformuler au besoin. Mais disons, si on travaille dur une semaine sur ça, on produit ce rapport. Et je pense que c'est pas... Voilà. Et ça peut être un projet de site web, ça peut être une app, ça peut être n'importe quoi, en fait. Sur une app, on aurait même la possibilité après, peut-être qu'on le fera une fois, je sais pas, il y avait des membres. Que ça soit clair aussi, tous les gens qui sont ici, qui ont des projets, qui ont utilisé des trucs comme ça, ou je sais pas, par exemple ça, vous l'utilisez, puis il y a un truc un peu cool que vous avez fait, je sais pas, créer une animation pour un mariage, n'importe quoi. Vous pouvez venir le présenter, c'est le but en fait. Le but, c'est que chacun montre un peu des cas d'usage. Donc on va pas tout faire, on peut pas tout couvrir, on connaît pas tous vos besoins, voilà, on est chacun dans des secteurs différents. Donc moi, je trouve intéressant que quelqu'un, ou moi, ou n'importe qui, montre comment faire ça pour une app qui tourne vraiment. Et puis qu'après, on a la possibilité d'utiliser des modèles comme, qui ne sont pas Claude ou GPTO, qui sont là-dessus. Mais une fois qu'on a généré toute la app, qu'on est content des fonctionnalités, tout ça, on peut aller sur des modèles qui sont spécialisés pour le UI, UX-UI par exemple. Puis on prend le code, puis on lui dit maintenant, cette page-là, elle est vraiment moche, j'aimerais que ça ressemble à celle de Google ou je sais pas quoi. Refait avec un modèle comme V0 par exemple, qui sont spécialisés pour ça. Mais il le fait, on peut faire toute la app intégralement de façon cohérente en quelques prompts sur V0, clairement, en une après-midi. On a relooké complètement la app. Ça, c'est des choses qui sont, si on veut faire vite quelque chose, voilà. Évidemment que si après on veut mettre ça en production, on peut aussi faire avec l'IA toutes les étapes d'après. Il faudrait s'assurer que V0, il n'a pas simplement changé les styles dans le code, mais qu'il a utilisé les bons, enfin qu'il a modularisé, enfin voilà, lui donner des... Puis ça, encore une fois, on peut le mettre dans le curseur rules. Si vous lisez celui pour codeur que je vous ai créé, il y a ce genre de choses. Donc il ne va pas vous proposer un design qui est un peu de code notebook simple. Il va vous proposer un design qui est vraiment voué à être scalable, modulable, enfin, qui respecte les bonnes pratiques de programmation. Donc voilà, tout ça pour dire que si on travaille là-dessus, on a accès à tous les deux modèles, on peut faire des choses extrêmement puissantes pour tout. Donc moi, si j'étais vous, je prendrais l'abonnement pour ça. À chaque fois que j'ai un projet, je crée un dossier avec le template que j'ai. Je crée rapidement les instructions, ça peut être une ligne, mais je demande comment à l'IA d'étoffer pour voir comment lui penserait le problème. J'affine un peu, et après, bam, dans Composer, et puis j'envoie mon rapport. Pour un article d'un journaliste, c'est trivial. On sait les sources, on sait ce qu'on... Enfin, mais on peut respecter l'entièreté de tous les articles, on peut mettre tous les articles du temps. On est quelqu'un du temps, on met tous les articles du temps. Quand on presse Codebase sur Composer, on dit respecte la même ligne, quoi. Donc c'est un peu ce genre de choses en fait qu'on peut faire très rapidement sans code. Parce que là, on n'a pas codé de LLM. Si on était quelqu'un du temps,
et qu'on aimerait un outil pour le temps, qui respecte voilà, toutes des lignes éditoriales et autres, bah, on ferait peut-être un outil affiné, mais en fait on n'aurait pas trop besoin, parce que si on fait ça, ça marche extrêmement bien déjà. Donc c'est juste pour vous montrer que pour la plupart des tâches, voilà, si on fait sur ça, on a une puissance de feu, on peut aller aussi loin qu'on veut. Et puis qu'après, on pourrait hardcoder ça si on a une boîte, ben, vraiment faire des chaînes de prompt qui sont vraiment sur un outil puissant, je sais pas, LangChain ou autre, en code cette fois. Les mêmes chaînes que vous avez fait pour être codées. Voilà. Alors je sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, ce genre de workflow, moi je trouve que ça marche assez bien. Et puis je vous encourage à l'utiliser. L'idée de ça aussi, c'était d'introduire l'outil assez tôt pour qu'on puisse de temps en temps se montrer des créations sur ce genre de plateforme s'il y en a qui l'utilisent. Tu disais tout à l'heure que pour vérifier chacune des sources, ça coûterait un peu plus d'argent. Pourquoi ça coûterait plus d'argent? Parce que c'est juste un cross-check avec un... Non, mais là, il faut vraiment être très fin. Si on donne un paragraphe, puis on dit vérifier les sources, il ne va pas bien parser chaque partie. Il va peut-être manquer, halluciner des choses. Donc là, il faudrait vraiment aller par bout, à mon avis en tout cas, pour faire proprement. Clairement. Mais c'est juste qu'à chaque fois que c'est un appel qui coûte un peu de token. Mais pour un article entier comme ça, de je sais pas, une centaine de pages, c'est peut-être, je sais pas, quelques francs, quoi. C'est pas énorme. Et c'est assez marrant parce que j'utilisais beaucoup ce workflow, et puis il y a un papier qui est sorti qui est le AI Scientist, je sais pas si vous avez vu ça. Et en fait, ils ont fait en chaîne hardcodée, dans du code, des parties de réflexion qui sont des parties de ce workflow en fait. De revisiter les choses par lui-même, de créer des choses, et puis donc évidemment qu'on peut faire un peu plus puissant parce qu'on peut choisir la stratégie pour explorer. Par exemple, quand on lui dit explore, là on ne sait pas trop. Il va explorer avec sa distribution de probabilité. Mais si on maîtrise un peu le processus derrière, on pourrait explorer avec du Monte Carlo, n'importe quoi, ce qu'on veut. Donc c'est plus puissant. Je veux dire, dans l'idée, on pourrait imaginer faire la même chose que les AI Scientists fait pour écrire un papier scientifique avec un workflow comme ça, si on voulait. Donc dans les grandes lignes, ça ne changerait pas grand-chose en fait. La seule différence, c'est que dans le AI Scientist, par exemple, il y a une partie où il est capable de faire ses propres expériences. Donc ça veut dire qu'il va générer le code qui correspond à son idée et évaluer si ça marche. Alors là, c'est un peu plus délicat parce qu'il faudrait déjà connaître un peu du code. Mais on pourrait aussi sauter cette partie. Dire propose des expériences, puis vous faites les expériences séparément pour voir si ça marche, si les idées tiennent la route. Et puis après on va aller donc... En gros, il n'y aurait pas forcément besoin d'un truc comme AI Scientist si on maîtrise bien ce genre de workflow, qu'on sait ce qu'on veut. On peut créer un papier scientifique assez rapidement. Donc voilà. Ouais. Merci, parce que j'ai un ami il y a 6 mois, il m'a passé un app qu'il a fait, Tom Genius, et puis tu montrais un thème, n'importe quoi, et derrière je faisais le livre. Ouais. Il allait chercher le savoir, et il organisait tout de cette façon-là en fait. Je viens de lui écrire qu'il a regardé, parce que c'est pas ça qu'il a utilisé. Non, alors sûrement qu'il a utilisé un peu les mêmes pièces de puzzle, mais c'est juste que quand on le hardcode, déjà c'est automatisé, après on n'a plus qu'à cliquer, puis ça refait tout. Tandis que là, il faut aller dans le composer puis dire exécute ça. Mais foncièrement, c'est pas trop différent dans l'idée. C'est juste qu'après, si on fait vraiment en code, comme j'ai dit, on peut choisir des stratégies de comment il va piocher le contexte, tandis que là, c'est le choix de curseur sur comment il va chercher du contexte. Mais ce qui est bien, c'est que comme on est sur un environnement code, c'est un environnement qui est fait pour suivre des instructions super finement, qui est fait pour vraiment voir les détails du contexte jusque finement, parce que c'est ça qu'un codeur il veut. Donc ça, c'est parfait pour nous, en fait. Ça veut dire qu'on a fait du RAG, ce genre de truc, mais une version du RAG qui tient bien la route, en fait, que si on devait la faire nous en code, ça ne marcherait pas beaucoup mieux que ça. Donc pour la plupart des workflows, on veut produire un truc rapidement, on ne va pas s'embêter à aller sur une librairie Python puis hardcoder le truc. Si on veut le faire 300 000 fois, générer un livre pour enfants ou je sais pas, alors là, oui, évidemment, on va faire les mêmes raisonnements, mais hardcoder. Mais on pourrait même demander à l'IA de faire ça, quoi. Sur la base du workflow qu'on a là, on dit on est content, on a fait ça avec Composer. Maintenant, j'aimerais faire une app qui fait la même chose. Le fichier de requirement, il ne change pas foncièrement. Donc c'est un peu ce genre de choses. C'est chouette pour les contenus éducatifs. Alors pour ça, oui. Surtout que là, vu qu'il n'y a pas vraiment de fact-checking, je veux dire si le lapin il est bleu ou rouge, enfin peu importe, on peut se faire plaisir avec la génération comme ça. C'est vraiment très facile. Donc évidemment que ça, c'est des choses qui sont vendues aujourd'hui. Il y en a tout le temps. Il y a des gens qui proposent l'édition de livres,
One Place pour éditer tes livres, enfin créer des livres pour enfants, ce genre de choses, ça existe. C'est des outils qui existent. Derrière, il n'y a rien. Derrière, c'est juste un wrapper de OpenAI avec quelques prompts. Donc, on peut faire de la magie facilement avec ça. Tant qu'on n'a pas à maîtriser les hallucinations ou à vraiment respecter des contraintes en termes de requirement ou autre, c'est vraiment facile. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voulais avoir votre feedback aussi par rapport à ça, parce que c'était un peu un pari de... Est-ce que ça a intéressé pour vous, ce genre d'outil, ou c'est pas trop dans le truc que... Qui imagine peut-être l'utiliser? Ok. Bon, c'est déjà ça, quoi. Je demande juste comment traduire, tu parlais tout à l'heure de faire des chats. Oui. Des bots dans le chat. Du coup, tu mettrais un template avec des instructions pour faire un chat. Ouais. Comment après tu l'industrialiserais sur un site web qui existe, de la boîte, ou Ah oui, oui. Bah, ça, c'est typiquement déployer du code, en fait. Ça, c'est un truc que tu ferais avec ça. Le même workflow, c'est exactement ce que je fais pour moi. Hein. J'écris mon fichier d'instruction et je commence toujours par là. Parce que souvent, il va trouver des trucs mieux que ce que j'aurais pensé de base. Donc, c'est un bon point de départ de toute façon. Et puis, il saura comment ça s'inscrit dans ma codebase et autres. Donc en fait, ça commence par ça, mais c'est un cas d'usage qu'on pourrait faire. Ils prétendent qu'on connaît rien, puis on veut quand même déployer un truc, un service qui fait un chatbot bah, évidemment que ça sera sur des services qui fournissent la capacité d'hoster ça facilement, parce qu'on ne va pas pouvoir finement déployer sur Azure ou autre. Mais c'est possible. Pour une démo, pour un proof of concept comme ça, c'est tout à fait possible. Puis le truc sur Azure, il est aussi possible, mais c'est juste qu'il faut plus d'étapes. Donc, Moi, je trouve ça absolument redoutable. J'ai une question par rapport à mon activité qui est 30 ans de pratique de créa. Ouais. Et puis, en fait, ma knowledge library aujourd'hui, elle est essentiellement sur une base Adobe. Donc, c'est des PDF, ouais. des fichiers Illustrator, des fichiers InDesign. Ouais. Et des fichiers Photoshop. J'ai absolument aucun moyen de nourrir aucune IA par rapport à l'accès même à la... Alors les PDF, oui, mais c'est vrai que pour le reste... J'ai vu avant que ça mettait que les PDF n'étaient pas pris en compte. Si, parce que en fait, c'est presque mieux. Enfin, le PDF, en fait, celui que je vous ai mis, qui est le rapport de la commission, là, effectivement, ils ne le font pas sur ça, et c'est fait exprès, à mon avis, pour pas que tout le monde utilise pour ça. Enfin, c'est mon avis, en tout cas, c'est quelques petites barrières qui font que ils ne supportent pas les PDF, donc tu ne vas pas plus loin. Alors qu'en fait, fais CTRL-A sur le PDF, puis tu copies dans un fichier texte, puis c'est la même chose. Ou alors, tu vas dans le fichier code, PDF, donc tu enlèves le point PDF, tu donnes ça, et c'est bon aussi. Donc tant que c'est un format... il comprend le format, mais c'est juste que l'extension .pdf, il n'aime pas. Ouais. Mais ça, c'est un peu un bug exprès. Et peut-être qu'un jour, les codeurs ils se plaindront tellement, parce qu'il y a aussi des fichiers en PDF pour les codeurs, qu'au final, ça sera aussi dedans. Et donc là, c'est pas une barrière pour les PDF, mais évidemment, Adobe Illustrator, enfin, toutes ces choses qui sont... Alors, il faudrait prendre les designs, puis systématiquement faire des images. Puis là, les images, ça irait. Mais c'est un vrai immense boulot que de changer de plateforme pour faire quelque chose. Oui. Et ça, alors là, c'est peut-être un peu une limitation de ça, mais tout ce qui est graphique, c'est pas approprié, là. Là, il faudrait aller sur des outils qui commencent à faire ça, mais qui ont des workflows affinés pour ça, comme Figma et d'autres. Où là, je pense pas qu'on peut prendre en compte les trucs. Voilà, après, c'est lié, vous êtes lié contraint par ce que Figma a choisi comme développement. Et puis, est-ce qu'ils permettent de donner tout le portfolio de ce qu'on avait? Peut-être pas, mais voilà, on est plus contraint. C'est plus sur la base, parce que en fait, sur les développements stratégiques, les méthodologies, les process qui sont quand même des éléments plus ou moins récurrents, mais qui ont évolué aussi au fil des années. Puis on trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir tracer ça sur les 30 dernières années. Mais ça demande effectivement un immense boulot de retranscription de vieux fichiers. Oui. En image, c'est faisable, comme je disais, mais c'est tout. Après, moi j'ai déjà fait des trucs où c'est possible de faire un peu le même type de workflow et de dire écris-moi des prompts pour Midjourney, par exemple. Donc j'aimerais faire une BD, je sais pas. Donc déjà il t'écrit le scénario, tout le truc. Et après il t'écrit chaque prompt pour chaque image. Tu vas sur Midjourney ou Discord ou autre, puis tu automatises ça, puis tu crées toutes tes images. Alors ça ne sera peut-être pas parfaites, mais après tu peux affiner chaque image spécifiquement. Ça gagne quand même pas mal de temps, parce que tu n'auras pas à écrire le prompt.
tu auras une chaîne de prompt qui assure un peu la cohérence entre les images. Donc, encore une fois, ces modèles, ils sont super bons pour se self-prompter, quoi. À chaque fois qu'il y a un prompt qui ne marche pas bien, demander de réécrire le prompt, un peu comme on fait quand on réécrit les instructions. Ça marche super bien en général. Donc, il y a des stratégies comme ça pour aller un peu plus vite dans cette génération de contenu d'image, mais c'est plus délicat, effectivement. Ouais. Dans quelle mesure il faudrait utiliser quelle IA justement pour faire le process suivant? Uploader un PDF, le faire traduire Oui. et remonter le PDF traduit. Alors là, il faudrait... C'est très facile. Alors la première étape, elle est super facile, de traduire le PDF. Bon, ça c'est bon. Donc on copie le PDF en fichier texte. On lui dit traduire. Alors dans la traduction, il n'y a pas d'outil qui marche sans hallucination aujourd'hui. Donc il faudrait lui demander par étape. Il faudrait typiquement demander, c'est 2 étapes. Ça suffit à mon avis pour la correction d'erreur. C'est traduire et puis après, regarde que tu as recompare les deux et vérifie que tout marche bien. À mon avis, en 1-2 étapes de ça, d'auto-évaluation, c'est bon. Et une fois qu'on a ça, donc ça, ce serait les étapes à décrire dans le fichier d'instruction. Une fois qu'on a ça, on lui dit écris le code qui retranscrit ça en PDF comme... Donc là, ça serait une partie code. Donc ça serait un script à lancer qui va régénérer un PDF avec une librairie Python qui manage les PDF. Mais en principe, le code, il tourne. Il y a peut-être une librairie installée, requirement. Donc là, il faut connaître un peu Python. Si vous avez installé Python, ce que je vous encourage à faire, parce que pour le notebook, c'est intéressant de voir comment ça tourne, et que vous avez réussi à installer un environnement virtuel, après pour installer une librairie, c'est juste python-m-pip, c'est l'outil qui manage les paquets, et puis le nom du paquet que vous voulez. Donc si c'est PDF parse, je ne sais plus comment il s'appelle, de toute façon il vous suggérera la librairie, vous installez ça, puis après vous avez accès du coup le code va tourner. Donc c'est pas très long en vrai. Ouais. Excusez-moi, on a toujours parlé de l'environnement Python. Oui. Mais ça marche généralement. Ça marche avec tout. JavaScript. Oui, là je vais pas vous montrer parce que c'est ma code base. Mais, disons, bon là c'est pas grave, je peux vous montrer cette partie-là. Mais disons, ça c'est un fichier YAML de configuration, un service. YAML ça marche, du Java, il y a du React, et tout ce que vous voulez quoi. Donc il manage, évidemment que cet outil-là, il est fait pour tout. Nous, il y a des parties, front-end, c'est que du React, il n'y a pas de Python, ils ne savent même pas... Voilà. Donc il maîtrise tous les langages, jusqu'à même des choses assez obscures. Il s'en sort assez bien. D'ailleurs, on peut même reconvertir des vieux langages de programmation en un truc qui marche bien. Ouais, typiquement, ouais. Non mais il le fait assez bien en vrai. Après, il y a des modèles affinés pour ça. Enfin bref, on peut aller loin, mais je veux dire, on s'en sort avec ça assez bien. Et au pire, si on ne sait pas, on peut encore, vu qu'on est sur un truc de code, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut dire, va appeler cet autre modèle qui connaît bien le COBOL. Quoi. On peut toujours faire ça. Hein. Donc en gros, le gain de temps, en tout cas, pour moi, je sais pas, les gens ils disent souvent, on voit des articles, il y a même récemment, je sais plus, dans le monde, il y a des articles qui disaient, alors on a vu avec des codeurs, mais en fait, ils sont juste un peu plus efficaces parce que la tâche est plus agréable à faire, elle change de nature, ils se sont libérés l'esprit, mais ils ne gagnent pas vraiment de temps. Ils ne m'ont pas demandé à moi, quoi. Enfin, j'en sais rien. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait... Typiquement, pour écrire une documentation entière d'une code base ou j'en sais rien, comme là on l'a fait, je veux dire, non, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. C'est pas efficacité, c'est productivité, clairement. Donc, voilà. Et je pense que, moi j'aimerais bien, ce qui serait vraiment chouette, c'est que d'autres comme vous explorent, et puis que vous reveniez avec ces feedbacks pour nous dire en fait comment ça a bien marché sur d'autres cas d'usage. Ça serait vraiment chouette, mais après voilà. Je sais pas si vous avez d'autres, ouais. Pour ce qui est plutôt qu'une question, j'explorais un petit peu le OneDrive et le dossier exemple de fichier curseur rules est peut-être vide. Fichier exemple. Je crois qu'il manque un petit peu les fichiers dans Drive. Comme quoi? Dans les exemples de curseur rules. Alors attendez. Du coup, vous êtes ici? Dans la base. Ouais. Ah, les exemples curseurs. Ouais. En fait, tous les fichiers qui sont point quelque chose dans l'OS, ils sont cachés. Donc ils sont là, mais si vous le copiez dans curseur, ils apparaîtront. Tous les fichiers point quelque chose, oui. C'est des fichiers cachés en général sur une OS.
D'accord, mais... Donc en fait, vous étiez ici. Oui. Et puis dans les exemples, ici, hein. Exemple, ouais. Ça c'est vide parce que c'est pas vide. C'est des fichiers cachés. C'est des fichiers cachés. Donc les points quelque chose, ils sont cachés en général. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle points, parce que les historiques, les machins, curseur ignore, tout ça, quand on va dessus, on ne veut pas les voir en fait. Okay. Par contre, rotation VS Code, on voit tout. Merci. Ouais. Question? C'est bon? Ok, donc... Top. Bah, merci beaucoup. Merci à tous. Tout ça sera bien sûr enregistré. On va le poster sur YouTube, sur la chaîne, YouTube de la Suisse. La soirée n'est pas finie.